Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, cher Patrick Caner, Monsieur le Président du CRIF, cher Jonathan Arfi, et Monsieur le Président de l'Institut supérieur du travail, cher Antoine Vivier. Très heureuse de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui pour conclure ce colloque consacré aux faits religieux et à la radicalité en entreprise. En 2013, j'imagine que vous en avez parlé aujourd'hui, dans une décision où elle donnait tort à la crèche associative Babylou, après le licenciement d'une salariée qui refusait d'ôter son voile sur son lieu de travail, la chambre sociale de la Cour de cassation avait affirmé de manière un peu péremptoire que, je cite, « le principe de laïcité n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ». En suivant la chambre sociale de la Cour de cassation, on pourrait même considérer que l'expression laïcité en entreprise n'a pas de sens. Ça serait vrai juridiquement, mais ce serait dommage si l'on est convaincu que nous devons faire vivre la laïcité, y compris dans des situations conflictuelles où nous pourrions être tentés de nous taire, de hausser l'épaule ou de tourner la tête. Quand nous sommes tentés de nous accommoder de manière déraisonnable face à certaines prétentions religieuses, à régenter la société ou à faire la loi. D'où vient l'équivoque concernant le fait religieux en entreprise ? On réduit souvent la laïcité en entreprise à la seule neutralité religieuse. Contrairement à l'État et aux services publics qui ont une absolue obligation de neutralité, le monde du travail, entreprise comme salarié, n'a aucune obligation générale de neutralité. Dans l'affaire Babylou, la bataille a été mouvementée. Mais la crèche s'est toutefois vue reconnaître en 2014 le droit d'interdire le port du voile à une salariée. Cette jurisprudence s'applique à toutes les entreprises qui peuvent ainsi inscrire dans leur règlement intérieur certaines restrictions à la manifestation des convictions religieuses de leurs salariés. Depuis 2016, cette jurisprudence Babylou figure même dans le Code du travail, grâce entre autres à l'engagement de la sénatrice Françoise Laborde. Ces restrictions doivent être nécessaires et proportionnées. Évidemment, elles ne doivent pas être discriminatoires. Et je salue vraiment, merci à Cyril Chabagnier d'avoir rappelé cette très belle et grande initiative lancée par les organisations syndicales pour lutter aussi contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie sur le lieu de travail dont on voit qu'il reste encore très marqué. Mais on se trompe aussi quand on réduit la laïcité à la neutralité religieuse. Employeurs et salariés vivent dans l'espace civil, un espace fait à la fois de liberté et d'obligations contractuelles. Les entreprises produisent des produits et des services, mais aussi un espace commun, un collectif de travail qui doit être entretenu, voire défendu. Et dans ce collectif, on ne demande pas aux individus de se fondre ou de disparaître comme dans une armée, seulement de s'oublier un peu pour rendre possible le travail en commun, sortir un peu d'eux-mêmes pour construire ensemble. C'est humainement une des grandes forces du travail que de nous associer à des personnes qu'on n'a pas nécessairement choisies, qu'on n'aurait peut-être pas choisies et avec lesquelles nous devons œuvrer ensemble. Et c'est là que les manifestations du fait religieux peuvent représenter une difficulté. Si étymologiquement la religion relie d'abord au ciel et à une norme extérieure, elle relie des hommes et des femmes qui se reconnaissent dans une même foi. Mais dans des collectifs humains aussi divers que les entreprises, la religion peut facilement devenir un facteur de division et de conflit. Et comme le montre l'étude que vous avez commandée à Harris Interactive, une minorité d'entreprises est confrontée à des revendications religieuses collectives et beaucoup doivent gérer des situations individuelles, des choix personnels qui pèsent sur le collectif. Les convictions religieuses ne sont pas le problème, l'expression de ces convictions non plus. Le problème naît de la manifestation de ces convictions, plus encore quand des exigences pratiques sont formulées.
Le voile porté par certaines femmes musulmanes est souvent en cause et concentre beaucoup d'attention. Mais il n'est pas la seule manifestation du fait religieux en entreprise, comme ça a été rappelé par Éric Chevet. La prière, la présence d'objets religieux, le choix de la musique, l'alimentation, les relations sociales, les relations hommes-femmes, les horaires décalés pour la gestion du jeûne et de la fatigue. Du côté des entreprises, il peut y avoir du déni. On tourne la tête, on laisse les managers se débrouiller. Il s'agit d'une pente dangereuse et difficilement tenable. L'entreprise doit prendre ses responsabilités et apporter une réponse. Et votre étude le montre, les réactions des entreprises, de la hiérarchie, des managers hésitent entre une volonté de neutraliser l'entreprise, des assouplissements ou un pragmatisme parfois difficile qui les amène à valoriser telle ou telle pratique comme la preuve de leur ouverture d'esprit. C'est dans cette situation que le principe de laïcité ne doit pas rester à la porte de l'entreprise, mais bien constituer une ressource pour les entreprises. D'abord pour en parler, pour ne pas créer de sujets tabous, ensuite pour consolider le commun. Le principe de laïcité, c'est le retour au droit pour garantir les libertés de tous, mais aussi d'établir l'intérêt supérieur du collectif de travail. Les entreprises ont besoin de règles communes, de règles claires et comprises, pas nécessairement admises, mais comprises. Seules des règles communes peuvent permettre d'aborder les situations ou de prévenir les conflits. Le ministère du Travail et de l'Emploi publie et met à jour régulièrement un guide pratique dont je vous conseille la lecture et qui montre la diversité des questions qui se posent et aide les employeurs à appliquer la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Car le droit dans l'entreprise doit aussi protéger les salariés des pratiques discriminatoires. Si la République doit être exigeante en matière de laïcité, elle doit aussi être intraitable en matière de discrimination. Et donc le collectif de travail doit être protégé de la stigmatisation. Stigmatiser une personne, c'est réduire une personne, un collègue, un salarié à ce qu'on suppose être son origine, son identité ou sa religion supposée. Cela commence souvent à la base dans les relations entre collègues et cela peut vite polluer toute la vie de l'entreprise. La stigmatisation en entreprise, tout le monde peut en être victime, mais depuis le 7 octobre 2023, elle pèse lourd dans la vie de nos compatriotes juifs, dans des formes qui vont du propos outrancier jusqu'à la rage antisémite. La France n'a malheureusement pas découvert la haine antisémite. Elle montait depuis le début des années 2000, mais il a explosé après le 7 octobre 2023. Les entreprises ne sont pas toujours préparées à y faire face et les managers rarement formés. Depuis 2 siècles, la France fabrique du commun. Elle fabrique des Français à partir d'une matière humaine, diverse et éparse. Il y a 2 siècles, la France s'est honorée en faisant des Juifs des citoyens comme les autres. Heureux comme Dieu en France, disait un proverbe yiddish. Cette histoire n'est pas terminée, mais la France doit à nos compatriotes juifs la liberté, la dignité et la sécurité. Tout ce qui n'a pas été prouvé il y a quelques jours à Orléans avec l'agression devant son propre fils de 9 ans du rabbin d'Orléans, donc Aryeh Engelberg. Pour protéger les salariés, quelle que soit leur religion, pour protéger nos entreprises, pour que les entreprises restent un espace du commun où le travail réunit et fédère. Nos entreprises ont besoin d'aide. C'est le rôle des acteurs associatifs, des acteurs consulaires, c'est aussi le rôle de l'État. La Direction générale du travail est présente sur l'ensemble du territoire, l'inspection du travail aussi. Mais les missions spécialisées comme la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT aussi. C'est peut-être aussi le rôle d'un référent laïcité. Ils sont obligatoires dans les secteurs publics où la neutralité est une règle simple, où il est facile de mesurer l'écart. Ils pourraient être utiles aussi dans des entreprises privées, mais ça, c'est vraiment aux entreprises de le décider. L'État doit soutenir les employeurs et les salariés face à la pression que savent très bien organiser les mouvements religieux qui aspirent prioritairement à régir la société plutôt qu'à changer la loi.
L'État, et mon ministère en particulier, doit être aux côtés des organisations patronales. Certains métiers sont plus exposés que d'autres à la pression religieuse, mais aussi aux côtés des organisations syndicales qui ne sont pas toujours à l'aise avec l'expression du fait religieux et qui font même l'objet au sein de leur propre organisation d'entrisme politique lié à l'entrisme religieux. La République ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe et se joue au quotidien dans les entreprises. Pour paraphraser Clémenceau, si l'État est neutre, ça ne veut pas dire que la République doit être neutralisée. Et c'est ainsi que je conçois mon rôle de ministre du Travail et de l'Emploi. Merci à tous.